Le film contient une invraisemblance à laquelle le spectateur ne prête aucune attention parce qu'elle sert à alimenter le suspense. Pourquoi Frank demande-t-il tout au long du film à Harmonica « Qui es-tu » alors qu'il a envoyé ses hommes pour le tuer dès la séquence d'ouverture. On va voir plus loin que cette invraisemblance, s'il en est une, est profitable au film. Des trois personnages de cette séquence, le plus marquant, visuellement, est évidemment Snacky, à cause de l'œil de Jack Elam. Puis viennent les deux autres, comédiens, rappelons-le, choisis après la défection des trois protagonistes du Bon, la Brute et le Truand que voulait Léon à l'origine. Harmonica n'a pas de nom, sinon celui de l'instrument dans lequel il souffle tout au long du film pour exprimer une douleur qui remonte à l'adolescence. Le son de son harmonica prolonge celui de l'éolienne qui accompagne la tante à la gare. Une suite sonore qui enveloppe d'une aura surnaturelle celui qui maîtrise le vent. Dans plus d'une séquence du film, on entend son harmonica sans voir celui qui en joue, obligeant Cheyenne, dans le relais de diligence, à projeter de la lumière dans un recoin pour voir qui y est caché. Harmonica est un fantôme du passé, il pourrait tout aussi bien être un mort ressuscité. La famille McBain qui prépare l'arrivée de Jill est irlandaise. La probabilité que le père et les enfants soient tous roux, au-delà du trait d'humour typiquement italien, appelle une volonté d'associer le roux avec le rouge révolutionnaire d'une famille qui entrave la marche du capitalisme. L'histoire nous permet aujourd'hui d'établir un lien avec Danny le Rouge, dont on entendait parler pour la première fois en même temps que sortait le film, autant qu'avec la famille Castagnier, du petit baigneur de Robert Derry, tous roux, opposés aux capitalistes voraces, joués par Louis de Funès, film également sorti en 1968. Les cache-poussières donnent aux tueurs de la gare et à ceux du ranch McBain un aspect cérémoniel, celui où on revêt des tenues particulières destinées à accomplir un rituel. Tenues récupérées par Frank et sa bande de tueurs, mais qui à l'origine sont portées par Cheyenne et ses hommes à lui, pour qui elles n'ont qu'un sens purement pratique. Pour Frank et pour ceux de sa bande, ces tenues sont détournées pour commettre un meurtre d'enfant, celui du jeune McBain, qui les voit d'ailleurs émerger des broussailles, comme les personnages surnaturels qui font peur aux enfants dans les contes. Après le massacre des McBain, Jill se retrouve veuve, et ceux à qui elle va servir à boire à la fin du film sont ceux qui poursuivent la construction du chemin de fer, par conséquent ses enfants. Les enfants de la veuve est le nom donné aux francs-maçons eux-mêmes qui, après la mort de leur maître Hiram, sont sous la protection de leur mère. À son arrivée à Flagstone, la ville est en construction, en extension plus précisément, métaphore de ce qu'est la franc-maçonnerie elle-même en travaux perpétuels, héritière des bâtisseurs de cathédrales. Dans son centre se trouve le temple, auquel a pensé Carlo Simi, le décorateur du film, en érigeant le Palace Hotel, où se jouent plusieurs séquences importantes, Palace Hotel placé au cœur de cette nouvelle ville. Frank, interprété par Henry Fonda, est inspiré par le personnage que joue Burt Lancaster dans Veracruz. Entièrement habillé de noir, même cynisme, même sadisme et mêmes intentions d'enrichissement personnel. Fonda, qui tient un rôle opportuniste, qui ne lui a hélas pas porté chance, incarne le négatif de l'image idéalisée du héros américain qu'il a toujours incarné, exception faite du massacre de Fort Apache de John Ford en 1947. Léon cherche moins le contre-emploi que la radiographie d'une réalité trompeuse sur laquelle est bâti le mythe américain. Il suit les traces de Robert Aldrich, auquel il avait d'ailleurs été associé 7 ans plus tôt sur Sodome et Gomorrhe. Le personnage de Cheyenne, dont le véritable nom est aussi ignoré que celui d'Harmonica, est lui aussi lié à un souvenir d'enfance, celui du café que lui faisait sa mère
souvenir qu'il évoque auprès de Jill parce qu'elle lui rappelle sa mère et parce qu'elle est elle aussi une putain. L'association Harmonica Cheyenne, destinée à se venger de Frank, chacun pour une raison différente, est proche de la complicité qu'ont entre eux les enfants. Tout au long du film, Frank demande à Harmonica « Qui es-tu ? Mais qui es-tu ?» parce qu'il a oublié ce qui lui a fait subir à l'adolescence, et le fait d'avoir envoyé ces hommes à la gare au début du film laisse supposer qu'il le prend simplement pour un tueur envoyé par un éventuel rival. Le fait qu'Harmonica, à la question « Qui es-tu ?», donne à Frank un nom chaque fois différent, laisse penser qu'Harmonica, enfant torturé par Frank, a développé plusieurs personnalités, toutes tuées précédemment par Frank, avant qu'Harmonica ne renaisse d'entre les morts pour venir enfin tuer son bourreau, autour duquel il a longtemps rôdé. L'Ouest de Sergio Leone a autant de rapport avec l'Ouest historique que le milieu de Jean-Pierre Melville n'en a avec le vrai milieu. L'un et l'autre mettent en scène des morts-vivants en lutte contre un monde auquel ils refusent d'appartenir. Bien qu'il ait déclaré que les westerns psychanalytiques tels que Johnny Guitar l'agaçaient profondément, Leone n'en réalise pas moins un ici. Les fondations de l'Amérique sont pourries, ses héros n'en sont pas, la conquête de l'Ouest s'est faite sur le meurtre d'enfants. Pas plus que Nicolas Ray, Leone ne faisait de la prose freudienne comme M. Jourdain. La symbolique du midi-minuit des travaux des loges maçonniques est présente dans la séquence où Harmonica empêche Frank d'être tué par les hommes de Morton. C'est fou comme le temps passe, il est presque midi, dit-il en référence à Fred Zinman, pour qui l'heure de vérité est midi pile, dans le train sifflera 3 fois. L'arche de pierre sous lequel Frank a obligé Harmonica à soutenir son frère pendu est une autre référence à Veracruz, où l'arche était mise en valeur la première fois pour couvrir une scène de violence exercée à l'encontre d'une femme. Chez Leone, l'endroit où il est placé suppose l'improbable vestige d'une construction plus vaste dans un endroit où elle n'avait aucune raison d'être. Fait de pierre rouge, représenterait-il une porte qui sépare deux mondes, passé et présent. Dressée à monument de vallée, l'arche, symboliquement présent dans de nombreux groupes occultes, nous permet de découvrir le visage démoniaque d'un mythe américain, Henry Fonda, responsable d'un crime sous cette porte du diable. Comme les deux précédents westerns de Sergio Leone, celui-ci se clôture à l'intérieur d'un cercle, celui que trace le compas, avec au-dessus le soleil, qui d'ailleurs aveugle Frank, et qui forme le sommet de la pyramide. Norton et Frank convoitaient le ranch McBain pour sa source d'eau douce, placée juste sur le passage du futur chemin de fer. Le capitalisme agonisant a besoin de cette eau vive des évangiles pour survivre encore un peu. Nous sommes en 1968, l'an 1 où naquit sur les écrans le fils du démon, et Morton, le capitaliste malade, mourra en ayant à peine trempé ses lèvres dans une eau qui n'est pour lui qu'une flaque d'eau sale, faute d'avoir pu s'approprier le domaine où se trouve l'eau douce. Après le massacre de la famille McBain par Frank et sa bande payée par Morton, Jill, la veuve, arrivera au ranch pour voir la famille dont elle s'apprêtait à devenir la mère, couchée sur les tables du banquet qui avait été préparé pour son arrivée. C'est une référence au banquet qu'on partage à la fin des travaux en loge. Les constitutions d'Anderson parlent déjà en 1723 de ces repas fraternels qui s'inspirent des banquets de l'Antiquité et bien entendu de la scène. Trouver des cadavres à la place du pain et du vin disposés sur les tables relève de la profanation des traditions antiques et tout particulièrement du repas partagé par Jésus et ses apôtres. Les agapes sont ici des corps humains. Clint Eastwood recyclera d'ailleurs dans L'Homme des Hautes Plaines cette même image du banquet avec des nappes blanches à carreaux rouges
en la détournant, comme le fait ici Leone. Si Carlo Simi, le décorateur du film, a construit le Palace Hotel comme un temple autour duquel se bâtit la nouvelle ville, dans ce nouveau monde de 1968 qui renverse les valeurs de l'ancien monde, le ranch McBain est pensé comme une pyramide au pied de laquelle l'enfant de la famille est exécuté pour qu'avance le monstre symbolisé par le train dont le chasse-pierre ressemble à une mâchoire rouge du sang des victimes qu'elle dévore. L'horloge, comme dans tous les films de Leone, a une importance fondamentale. Dans la scène où Harmonica sauve la vie de Frank, qui risque d'être tué par un homme caché derrière une horloge sans aiguille, c'est l'ombre du canon du fusil qui indique midi. L'ouverture des travaux est donc associée à la mort. De la même manière, lorsque l'horloge indique à Jill, qui vient de descendre du train, que ceux qui devaient venir la chercher ne viendront pas parce qu'ils ont été tués. El Indio, dans Et pour quelques dollars de plus, 3 ans auparavant, tenait dans sa main une mort à retardement, symbolisée également par une horloge musicale. La scène de la vente aux enchères est aussi célèbre et retorse que celle de la mort aux trousses. Dans les deux films, elle est synonyme d'humiliation. Pour Cary Grant, qui s'y voit retenu prisonnier, et pour Claudia Cardinal, qui voit ses biens bradés sous la contrainte. Le coup de marteau du commissaire priseur rappelle d'ailleurs celui du vénérable maître en loge qui ouvre et qui ferme les travaux. La ruse permettra chez Leone, comme chez Hitchcock, d'échapper à la sentence. Chez Leone, en permettant à Jill de conserver son ranch. Jill, jouée par Claudia Cardinal, dont les initiales CC valent 33, distribue à la fin du film l'eau aux ouvriers, c'est-à-dire ses enfants, qui font avancer le chemin de fer. Leone met en scène une mère du peuple, qui est une ancienne putain, qui permet la renaissance d'un nouveau monde débarrassé du capitalisme prédateur et de l'exécutant de ses basses besognes par un fantôme qui disparaît comme il est apparu. Ce monde utopiste n'a pas d'église, bien qu'il existe des photos de tournage qui en montrent au moins une, mais qu'on n'utilisera pas dans le champ de la caméra. Ce monde n'a pas d'église, mais il a des bras et une femme pour inspiratrice dans un film réalisé par un homme de gauche qui réalise sans doute la dernière séquence la plus militante de l'histoire du western.